Bonjour à toutes et à tous, eh bien on se retrouve après plus de 7 mois d'absence. Ah, ces bons vieux réseaux sociaux. Allons-y. Avant de passer en revue les affirmations de Sylvain et de Pierre, sachez que tous disposent d'un patrimoine distinct, que ce soit Pierre, Sylvain ou la société Villebrequin Auto devenue AMP Holding. L'argent de la société AMP Holding n'est ni l'argent de Pierre, ni de Sylvain. C'est son propre patrimoine à elle, en tant que personne morale. Commençons par analyser les dires de Sylvain. Ce dernier débute en affirmant que Pierre, avec la complicité de l'agence LCL de Chantilly, aurait dérobé un chèque de banque à hauteur de la totalité des fonds de la société. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors c'est pas une blague. Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un chèque de banque du montant total du compte, et aujourd'hui ce chèque de banque est sur son bureau. Mais alors, peut-on qualifier ces faits de vol? Tout dépendra de la réalité des faits, mais généralement, et à en croire le contexte, c'est-à-dire en l'espèce un associé prenant en otage les fonds de la société, la piste de l'abus de biens sociaux reste plus probable que celle du vol, surtout lorsque l'on trifouille la jurisprudence. Dès lors, qu'est-ce qu'un abus de biens sociaux et comment le qualifie-t-on? Pour les SAS, direction l'article L241.3 du Code de commerce qui dispose, je cite, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 €, le fait pour des gérants de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Vous avez compris l'idée, l'utilisation de biens ou de fonds de la société pour un usage contraire à celui de l'entreprise dans un intérêt personnel. 3 conditions cumulatives doivent être remplies pour qualifier un ABS. Premièrement, l'usage de biens ou du crédit, donc des fonds de la société. Deuxièmement, un usage contraire à l'intérêt de la société. Et troisièmement, un usage par le directeur général notamment, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise. Il faut savoir que la notion d'usage est très malléable. L'usage peut correspondre à la seule appropriation d'un bien par un dirigeant qui appartient à la société. Nous avons donc Pierre qui a bel et bien usé du crédit, donc de l'argent de la société, en procédant à son retrait. Ce dernier ayant pris en otage les fonds, il empêcherait la société AMP Holding de payer l'impôt et ses créanciers selon Sylvain. Pierre a donc agi contre l'intérêt de la société, et pire encore car il affirme dans sa vidéo de réponse à Sylvain être la personne qui gère l'entier administratif de la société. Il s'avère que tout l'administratif de Villebrequin, absolument tout, d'accord, il n'y a que 4 lettres. Je m'en occupais. Enfin, pour que l'infraction d'abus de biens sociaux puisse être qualifiée, il est nécessaire que Pierre ait pris cet argent dans l'idée d'un usage personnel. Ce point est le plus discutable juridiquement, car premièrement, je manque d'informations, et deuxièmement, à en entendre Pierre, il aurait simplement pris cet argent dans le but de le mettre au chaud, en attente de la désignation d'un administrateur pour gérer la société, mais cela rend très difficile théoriquement la qualification de l'infraction. Néanmoins, il faut que vous sachiez qu'une présomption de mauvaise foi repose sur Pierre, le directeur général, car les juges de la Cour de cassation ont pour l'habitude d'admettre, je cite, « s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société. Les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel. » Par conséquent, pour savoir si Pierre sera coupable d'abus de biens sociaux ou pas, les juges devront répondre à la question de savoir si la prise en otage des fonds entiers de la société en attente de la désignation d'un administrateur pour la gérer est bénéfique pour cette dernière ou non. Je n'ai pas plus de faits ou de preuves pour me prononcer, mais si ce qui est affirmé par Sylvain est vrai, alors oui, Pierre pourrait très bien être condamné pour ABS. Enfin, si la banque avait participé directement à cette opération en complice de Pierre, cette dernière pourrait également être condamnée à des sanctions pénales. Terminons sur ces premiers dires de Sylvain en parlant de la faute de gestion. Comme vous le savez tous, le comte de Monte Cristo est un dirigeant. Il est directeur général de la SAS AMP Holding. Il est donc sous le joug d'une potentielle faute de gestion. La faute de gestion n'est pas vraiment définie par la loi, mais l'on sait qu'il s'agit soit d'une action, soit d'une inaction commise par un dirigeant de société durant l'exercice de son mandat qui est contraire à l'intérêt de la société. Bien que non définie, la faute de gestion figure à l'article L225-251 du Code de commerce. Les juges apprécient donc les situations au cas par cas pour déterminer si tel ou tel comportement est susceptible d'être qualifié ou non d'une faute de gestion. En l'espèce, si les faits produits par Sylvain sont avérés, il serait fort probable qu'une faute de gestion puisse être qualifiée, tant les manœuvres introduites par Pierre portent atteinte à l'intérêt de la société, mais également à ceux de Sylvain. Pierre engagerait alors sa responsabilité personnelle tant à l'égard de Sylvain qu'à l'égard de la société s'il en découlait un quelconque préjudice.
Il pourrait alors être condamné, en plus des sanctions pénales mentionnées ci-dessus, à des sanctions civiles qui consisteront au dédommagement par le versement de dommages-intérêts. Analysons dorénavant la version de Pierre, qui était de dire que pour des virements irréguliers, la banque LCL aurait clôturé le compte de la société AMP Holding, tout en envoyant l'argent par chèque de banque au siège social de la dite société, qui est également le domicile de Pierre. Malheureusement, on se retrouve dans la situation où nous avons un compte clôturé. Il faut bien que l'argent aille quelque part, puisque le LCL ne veut plus le garder. Donc il faut bien qu'il aille quelque part. Et en attendant qu'il aille quelque part et qu'on trouve une solution en commun avec Sylvain, eh bien il faut bien le mettre quelque part, puisqu'ils ne veulent plus le garder sur leur compte. Donc la seule solution, et ça c'est vraisemblablement, puisque comme je le dis dans notre post, on n'a pas été consulté pour faire le choix de cette solution, leur façon de fonctionner n'est que par chèque de banque envoyé au siège social. Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc effectivement, j'ai reçu les chèques. D'emblée, oui, la banque peut procéder à tout moment à la clôture d'un compte bancaire, dans le respect de votre convention de compte. L'ouverture d'un compte bancaire auprès d'un établissement est un contrat. Dès lors, si la banque considère que vous n'avez pas respecté les termes du dit contrat, elle dispose de la possibilité de vous clôturer. La banque doit néanmoins vous prévenir par écrit et respecter un délai de préavis de 2 mois, de sorte à vous laisser le temps de trouver un autre établissement bancaire, conformément à l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier. La banque devra ensuite, dans le cas où de l'argent est disponible sur le compte bancaire de la société, le restituer à son propriétaire, ce peut être par virement ou par chèque. Pierre devrait donc avoir à sa disposition un document appelé solde de tout compte. C'est un document qui précise le montant qui lui a été transmis au moment de la clôture des comptes de la société. De plus, si vous vous souvenez bien, le siège social de la société est au domicile de Pierre. C'est donc Pierre qui reçoit les notifications des banques. Ce dernier disposait donc d'un délai de 2 mois qu'il aurait pu mettre à profit pour contacter Sylvain comme un adulte. On allait trouver une solution, se mettre sur la table et discuter comme des adultes. Pour reprendre ces termes, dans l'idée de procéder au transfert des fonds, permettant ainsi le paiement de l'impôt et des fournisseurs. Tiens, ne serait-ce pas une seconde faute de gestion? Toutefois, quelque chose cloche avec les propos de Pierre. Il affirme que le lieu du siège social de la société AMP Holding est également le lieu de son domicile, et qu'il y aurait reçu le chèque de cette manière. Il s'avère que le siège social est chez moi. Donc effectivement, j'ai reçu les chèques. Cependant, des doutes me sont apparus en trifouillant les statuts de la société AMP Holding. Permettez-moi d'avancer ma théorie. En regardant les statuts de la dite société, on se rend compte que ces derniers ont été signés le 27 mars 2019 et déposés le 9 avril 2019. À ce moment précis, le lieu du siège social de la société était au domicile de Sylvain. Puis, on notera que le 27 novembre 2020, une nouvelle version des statuts signés le 16 novembre 2020 sera publiée dans un journal d'annonces légales, modifiant certaines dispositions, dont notamment le lieu du siège social. À ce moment précis, je me suis dit « Ah très bien, c'est ici que Pierre en a profité pour mettre le lieu du siège social à son domicile personnel. » Sauf que non. En regardant la dernière mise à jour des statuts, l'on se rend compte que le domicile de Pierre n'est pas celui du siège social de la société. Par ailleurs, en entrant à la nouvelle adresse du siège social de la société AMP Holding sur Google, on se rend compte que l'adresse choisie est une adresse de domiciliation où tout type d'entreprise possède déjà leur siège social. Au vu de cela, l'on pourrait se questionner, se demander, compte tenu du nombre d'entreprises en siège dans l'immeuble, que cela devait être un tel chaos qu'il pourrait être difficile d'y vivre, vous ne pensez pas? J'ai alors recherché s'il existait toute autre modification ultérieure des statuts portant modification du siège social de la société AMP Holding après la date du 27 novembre 2020. Sans succès. Petite parenthèse, il faut que vous sachiez que toute modification des statuts doit être portée à la connaissance des tiers via la publication dans un journal d'annonces légales. Il est donc très facile de savoir si une société a modifié ses statuts ou non, qui sont d'ailleurs publics. C'est pourquoi, avec ce faisceau d'indices, l'on ne peut que se questionner si Pierre a été sincère dans ses propos quant au fait de dire que la banque aurait envoyé le chèque à son domicile, soit le lieu du siège social de la société AMP Holding, sachant que les statuts mentionnent 2 adresses contradictoires. Car sauf preuve du contraire, je trouve que cela pourrait très bien accréditer la thèse de Sylvain, à savoir l'accaparation du chèque par Pierre d'une manière quelconque, comme analysé plus tôt dans la vidéo. Question épineuse, vous ne trouvez pas? Reprenons l'affirmation de Sylvain. En tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 € d'impôts qu'on doit. Si les faits sont avérés et que la société AMP Holding se retrouve dans l'impossibilité de payer l'impôt, que se passerait-il? Tout d'abord, plusieurs types de pénalités devront être réglées par la société. La première, prévue à l'article 1731 du Code général des impôts, dispose que tout retard dans le paiement de l'impôt donne droit à une majoration des sommes à régler, à hauteur de 5%, soit 4 604,90 €, en plus des 92 098 € d'impôts dus. S'ajoute à cela des intérêts de retard. Et oui, le fisc n'est pas votre ami, à hauteur de 0,20% par mois, conformément à l'article 1727 du Code général des impôts, soit à peu près 184 €
€ par mois de retard. Toutefois, même si le fisc n'est pas votre ami, sachez qu'il est bon, sachez qu'il pardonne. Mais quel gentleman ce fisc! Si vous réglez la totalité de la somme d'une seule traite, vous n'aurez pas à régler la majoration de 5%. De la même manière, les pénalités par mois de retard seront réduites de moitié en cas de régularisation spontanée. À côté de cela, les dirigeants Pierre et Sylvain risquent de voir leurs responsabilités engagées par l'administration fiscale en cas de non-paiement de l'impôt par la société. En effet, il est prévu à l'article L267 du livre des procédures fiscales une procédure permettant au comptable public de procéder au recouvrement de l'impôt et des pénalités en puisant directement dans le patrimoine des dirigeants solidairement. Bien heureusement, même si Pierre aurait pris en otage les fonds de la société, cette dernière serait apte à se régulariser car dispose de ressources suffisantes pour procéder au paiement complet de l'impôt. À côté de cela, et comme énoncé auparavant, les actes de Pierre tels que décrits par Sylvain s'ils étaient avérés pourraient avoir des conséquences néfastes sur sa personne car il se rendrait coupable encore une fois d'une faute de gestion, ce dernier n'ayant pas agi dans l'intérêt de l'entreprise. Pierre pourrait alors engager sa responsabilité à la fois à l'égard de Sylvain et de la société AMP Holding qu'il dirige, qui pourrait lui demander la réparation des différents préjudices par le versement de dommages et intérêts encore une fois. Parlons dès à présent de la Phaeton et du multiplat. Sylvain énonce. Pierre a dit qu'il récupère la Phaeton. Pas dans le sens il me contacte, il rachète mes parts, il me paye la moitié de la voiture et il en est propriétaire. Non, non, il rachète la Phaeton, que je sois d'accord ou pas. Et c'est là où je me dis, mais attends, si on veut vendre un truc qui appartient à l'entreprise, il faut l'accord des deux. Enfin, on est d'accord, on peut pas vendre un actif de la société sans que les deux soient au courant et d'accord. On est pas d'accord? Mais alors, Sylvain et Pierre ont-ils le droit de conclure ce genre de contrat avec la société? À titre préalable, rappelez-vous bien que le patrimoine personnel de Sylvain et de Pierre sont des patrimoines distincts de ceux de la société qu'ils gèrent. En vertu de l'article L227-10 du Code de commerce, tout actionnaire ayant des droits de vote supérieurs à 10% dispose de la possibilité de conclure une convention réglementée avec la société. La convention réglementée est donc un contrat, qui peut prendre diverses formes, dont celle d'un contrat de vente par exemple, entre un actionnaire ayant plus de 10% des droits de vote et la société. Pour rappel, Sylvain et Pierre sont à 50-50 dans la société. Ils peuvent alors procéder au rachat d'actifs, donc de biens, auprès de la société. Une fois que Pierre et Sylvain ont conclu ces conventions, qui sont en l'occurrence des contrats de vente, le président, dans notre cas Sylvain, devra présenter aux associés ici Pierre un rapport sur les conventions intervenues directement entre la société et l'un de ses dirigeants. Ces conventions sont ensuite soumises à l'approbation des associés lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire. Mais quand bien même Pierre ou Sylvain ne seraient pas d'accord, les conventions continueraient de produire leurs effets. Sylvain a donc raison de dire cela. Pierre a dit un truc vachement bizarre sur la Phaeton, il a dit qu'il pouvait racheter un actif sans me poser la question. Comment ça c'est vrai? Ah, il peut le faire. Ah d'accord, il peut racheter un truc sans que je sois au courant. Et sans mon avis. Néanmoins, ce propos est à relativiser, car dans le cas où la société AMP Holding aurait subi un quelconque préjudice du fait des conventions signées entre Pierre, Sylvain et la société, le dirigeant en question engagera alors sa responsabilité et devra répondre de ses actes sur le terrain civil et même pénal. Par conséquent, la question qu'il faut se poser est simple. La convention réglementée portant sur un contrat de vente du multiplat conclu entre Sylvain et la société AMP Holding porte-t-elle atteinte aux intérêts de cette dernière? Pour répondre à cette question, il faut prendre en considération à la fois le prix et le contexte de la cession. Concernant le prix, Sylvain a pris soin de faire appel à un expert indépendant pour procéder à l'évaluation du multiplat avant cession, ce qui est un argument de poids pour éviter toute contestation ultérieure. Sans entrer dans le détail du prix ou de son évaluation, le tout semble cohérent. La société ne pourrait donc pas se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce sujet. Concernant le contexte à présent, Sylvain nous fait paraître un élément très intéressant dans le protocole transactionnel qu'il a signé avec Pierre. Il est énoncé que la société n'aura plus aucune activité commerciale à compter du 8 décembre 2023, que les vidéos cesseront, mais que la chaîne YouTube subsistera simplement pour les revenus que rapporte la dite chaîne. Dès lors, Sylvain ayant procédé au rachat du multiplat en 2024, à un prix cohérent, auprès d'une société qui n'avait plus aucune activité. En aucun cas l'on pourrait lui arguer qu'il aurait agi dans un intérêt contraire à celui de la société. Ce n'est pas comme si Sylvain avait tenté de soustraire le véhicule à la société, alors que cette dernière en avait besoin pour réaliser de la production audiovisuelle. Enfin, terminons-en avec le multiplat en rebondissant sur la fameuse communication du prix. Sylvain, à toi de jouer! Pierre, dans toutes ses communications, a argumenté que la procédure étant en cours, il était interdit de dire le prix du multiplat. On demande beaucoup le prix du multiplat, que je ne peux pas pour l'instant parler, puisque justement, la vente est actuellement... Alors, première nouvelle, légalement, t'aurais le droit de raconter plein de trucs, mais pas le prix. Ah non. Tout d'abord, sachez qu'il n'existe aucune obligation légale de non-communication du prix lors d'une vente en cours. Néanmoins, les parties pourraient avoir prévu par contrat un accord de confidentialité, en mentionnant le fait de ne pas divulguer le prix publiquement. Dans ce cas précis, libre à Pierre de produire ce document pour
étayer ses dires. Sans preuve, malheureusement, il ne s'agirait que de manœuvres dans le but d'éluder le sujet, comme le pense Sylvain. Parlons dès à présent des termes employés par Sylvain et Pierre, l'un à l'égard de l'autre, pour déterminer si ces derniers sont constitutifs d'une quelconque infraction. Pour ce faire, il faut distinguer deux types d'infractions, la diffamation et l'injure. On retrouve une définition de ces deux notions à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation publique consiste à imputer publiquement un fait à une personne d'une manière qui porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. Prenons deux exemples de propos émanant de la part de Sylvain qui pourraient être qualifiés de diffamation. Le premier. Actuellement, Pierre a volé l'argent du comte Villebrequin. Et le second. Tromper sa meuf chez Pierre, c'est un sport olympique. Déjà dans la vidéo du karting qui est sortie le 20 octobre 2019, ça date. On y voit plusieurs fois une personne qui cadre, mais un peu cachée. On la voit vraiment pas trop et elle est même pas créditée. C'est sa maîtresse dans le plus grand des calmes. Il y a sa maîtresse qui cadre sur nos vidéos. Ces deux exemples sont très limites pour Sylvain, où la diffamation pourrait être caractérisée. Mais pourquoi? Car Sylvain impute publiquement un fait via ses réseaux sociaux, un vol, sur une personne, Pierre. Le fait d'être traité publiquement de voleur porte clairement atteinte à la réputation du Pierrot. Dans le second exemple, Sylvain impute publiquement encore une fois un fait via ses réseaux sociaux, le fait d'être infidèle, élément relevant de la vie privée de Pierre, qui porte clairement atteinte à la réputation de ce dernier. Cependant, il existe plusieurs moyens pour Sylvain de se dédouaner, de se protéger. Il s'agit de la bonne foi et de l'exception de vérité. Parlons de la deuxième option. Cette exception figure à l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s'agit pour Sylvain de rapporter la véracité des faits diffamatoires qu'il a prononcés. Si vous dites que Pierre est un voleur et qu'il ait manifestement commis un vol, au sens du droit pénal, Sylvain ne sera pas condamné pour diffamation. Au contraire, si Sylvain n'arrive pas à apporter cette preuve, il sera fort probable qu'il soit condamné pour diffamation. N'ayant pas eu accès au dossier, il m'est impossible à date de me prononcer. Néanmoins, le deuxième exemple sur l'infidélité risque de mettre Sylvain dans la panade. En effet, l'article 35 susvisé précise bien, je cite, « La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne. Dès lors, dès que vous diffamez publiquement quelqu'un au sujet de sa vie privée, vous êtes probablement sûr à 99% d'être condamné. La sanction dans ce cas est une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 €. Mais alors, que dire de Pierre? Pourrait-il également être condamné pour diffamation? Oui et non. L'on pourrait relever une montagne de faits énoncés par M. Chabrier à l'encontre de Sylvain constitutifs de diffamation. Mais trop tard. Vous savez pourquoi? Car l'action de Sylvain, sauf s'il a déjà agi contre Pierre, est probablement déjà prescrite. Qu'est-ce que la prescription? Pour faire simple, si vous n'avez pas agi pour défendre vos droits dans un délai déterminé, eh bien vous perdez tout droit à agir. Et vous savez quoi? Pour la diffamation, le délai est de 3 mois, à compter du jour où les faits ont été commis, conformément à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Pierre ayant tenu ses propos dans sa vidéo publiée au 15 août 2024, Sylvain avait théoriquement jusqu'au 15 novembre 2024 pour agir. Passons rapidement à l'injure. Elle est définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse. L'injure est donc une expression blessante qui dénigre quelqu'un sans accuser cette personne d'un fait précis. Le meilleur exemple d'injure de Sylvain est juste ici. Parce que Pierre est une merde. Il y a un moment, faut arrêter de déconner, si personne n'a suivi Pierre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il parle comme de la merde aux gens, il traite les gens comme de la merde. Par ailleurs, les juges ont pu considérer qu'injurier quelqu'un de simple menteur pouvait également être constitutif d'une injure. Tout cela est très théorique. Cependant, Sylvain pourrait effectivement être inquiété, mais dispose néanmoins d'une porte de sortie. En effet, ce dernier pourrait invoquer l'excuse de provocation. L'excuse de provocation est une défense en matière d'injure. Elle permet de justifier ou atténuer la responsabilité d'une personne accusée d'injure si cette injure a été commise sous l'effet d'une provocation. Autrement dit, si la personne insultée, Pierre, a elle-même provoqué l'auteur, Sylvain, par des paroles ou un comportement offensant, l'injure peut être excusée. Cependant, la réponse injurieuse à la provocation, pour être excusable, doit être immédiate, sous le coup de la colère et non pas des mois après. Sylvain n'avait pas pu répondre jusqu'au jour où il a décidé de transgresser les termes du protocole transactionnel qu'il a signé, les juges interpréteront. Enfin, comme pour la diffamation, le délai de prescription de l'injure est de 3 mois et l'amende encourue pour ce genre de cas est également de 12 000 €. Pour terminer cette partie en lien avec la diffamation et l'injure, prenons le fameux protocole transactionnel signé entre Pierre et Sylvain, prévoyant une obligation réciproque de ne pas se dénigrer. En droit français, le principe est la liberté contractuelle. Elle est prévue à l'article 1102 du Code civil. Sylvain et Pierre sont donc libres de rédiger et de signer un tel contrat. Néanmoins, il faut parvenir à concilier tous les intérêts, protection des intérêts de Pierre et Sylvain et le respect de la liberté d'expression de chacun. Le problème est que cette clause semble trop générale, trop restrictive et pas assez précise dans la définition des termes. Elle pourrait donc être annulée par un juge. Par ailleurs, comme nous avons pu le voir précédemment, les injures et la diffamation publique sont déjà réprimées par la loi. Mais alors, pourquoi ajouter une telle clause
clause en admettant qu'elle soit valable. L'une des pertinences de cette clause réside dans une sanction financière prévue au sein du protocole transactionnel en cas de violation des obligations. Par exemple, si Sylvain et Pierre usent des propos dégradants l'un envers l'autre, d'une manière publique via leurs réseaux sociaux ou d'une manière privée, ils devront s'acquitter d'une somme forfaitaire de 10 000 €. Admettons. Mais généralement, les contractants oublient de prévoir des sanctions au sein du contrat. Le principe figure, mais pas les sanctions. Le contrat en est d'autant plus bancal. Encore une fois, n'ayant pas eu accès aux documents, mes dires ne sont que spéculations. Cependant, une chose est sûre, en l'espèce, nos deux compères n'ont pas respecté les termes du contrat. Dès lors, Sylvain et Pierre pourraient, dans le cas où la clause serait valable, effectivement agir l'un contre l'autre en responsabilité contractuelle, en demandant le paiement de la somme forfaitaire prévue au contrat, si elle existe, ou bien des dommages-intérêts. Parlons du dernier point, les fameux contrats. Selon Pierre, Sylvain aurait clairement forcé des amis proches à signer des contrats leur interdisant de s'exposer avec Pierre. Mon associé avait demandé à ces personnes, donc des amis, de signer des contrats leur interdisant de travailler avec moi, de s'exposer sur les réseaux avec moi, et même de s'exposer avec moi sur de l'événementiel, qui en fait en venait à les interdire de me fréquenter, parce qu'on n'en était pas loin. Et l'objectif, pour lui, était de faire signer ces contrats à mes amis, à des gens de qui on était proches, avec qui on avait noué des relations sincères. Où est-ce qu'on allait? Ce à quoi Sylvain rétorquera: De base, est-ce que vous pensez vraiment qu'en France, un contrat qui interdise de parler à quelqu'un, ça marche légalement? Ça ne marche pas. Bon, encore une fois, erreur de calcul trigonométrique. Ça peut arriver, Bref, passons, faisons simple et efficace. Premièrement, Sylvain ne peut en aucun cas forcer des proches sous la contrainte, donc, à signer des contrats, car ces derniers seraient viciés et donc invalides. Deuxièmement, Sylvain ne peut pas juridiquement faire signer des contrats interdisant à des amis qu'il aurait en commun avec Pierre de parler à ce dernier. Ce serait contraire à l'article 1102 alinéa 2 du Code civil, car porterait atteinte à l'ordre public par les restrictions portées aux libertés fondamentales des individus. Troisièmement, Sylvain pourrait tout à fait signer un contrat avec ceux qui le voudraient, en prévoyant une clause d'exclusivité dans le cadre d'une relation de travail, de sorte à ce que son cadreur, par exemple Lucas, soit exclusif à Sylvain et ne puisse plus travailler avec Pierre. Mais Sylvain nous a démontré que ce n'était pas le cas. Par exemple, dans la vidéo de l'essai du Cadillac Escalade, on peut voir en description qu'au cadrage, nous avons Lucas Martin. Who's that Pokémon? C'est Sabrilarme! Sabrilarme, le Pokémon inventeur! Allez hop, ça dégage, conclusion. Il est toujours difficile d'appliquer les bonnes règles de droit sans avoir accès à toutes les pièces attenantes au dossier. L'on doit donc parfois spéculer. Nos deux protagonistes, Sylvain et Pierre, ont avancé leurs arguments qui servent de base à cette analyse. Une chose est certaine, le discours de Pierre est particulièrement mal préparé et empreint de contradictions, ce qui nuit fortement à sa crédibilité. D'autant plus qu'il ne s'appuie sur aucune preuve tangible. Le discours de Sylvain, teinté d'une touche d'humour, bien qu'il puisse sembler assez virulent, notamment en évoquant la vie privée de Pierre, reflète en réalité une profonde tristesse, mêlée à de l'incompréhension et de la colère. Nous entendrons à nouveau parler de cette affaire, par l'intermédiaire de la justice qui mettra un terme définitif à celle-ci. J'ai par ailleurs proposé à Sylvain s'il était possible de faire un débrief de celle-ci en temps donné, en nous fournissant certaines pièces du dossier, une fois que la justice aura délibéré. La vidéo se termine ici, je vous invite à vous abonner et à nous suivre pour ne rien manquer. Notre site web mila.fr a pour ambition de proposer différents types de services juridiques à destination des particuliers et des professionnels. Tout cela à des prix défiant toute concurrence. L'ouverture est prévue sous 4 mois, soit le printemps 2025. Au plaisir de s'y retrouver.